Bonjour et bienvenue à toutes et à tous pour cette 13e conférence du Quai, comme je vous le disais, organisée par l'ENC-Com. Bienvenue donc à tous ceux qui vont pouvoir nous suivre dans les locaux de l'ENC, mais aussi à vous qui êtes derrière vos écrans. Ce soir, donc, ce sera une table ronde 100% féminine avec 4 intervenantes expertes dans leur domaine, pointu, qui est celui de cette thématique ce soir, des enjeux de la mesure des campagnes de communication. Vous le savez, aujourd'hui, le ROI, le retour sur investissement, comme on dit, est sur toutes les lèvres. Les clients, les entreprises veulent savoir quel va être l'impact des campagnes de communication lancées en interne ou en externe. Donc ce soir, c'est ce que nous verrons avec nos intervenantes, que ce soit de la com interne, de la com externe, de la com digitale, de la com via les réseaux sociaux. Et puis, vous pourrez participer soit ici, dans le public, donc vous pouvez prendre des notes, et soit derrière vos écrans, puisque le chat sera animé par Magali Menzer, donc, qui a organisé cette conférence de l'ENC et qui pourra nous relayer toutes vos questions durant cette heure passée ensemble. Alors c'est vrai qu'il y a 20 ans, les enjeux liés à la mesure des campagnes de communication étaient peut-être un peu moins prégnants. Aujourd'hui, c'est le cas et on va le voir donc avec nos intervenantes que je vous présente tout de suite. Nathalie Fargeton, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes donc responsable de la com interne chez TGS France, le groupe TGS France, dont le siège est à Angers. Est-ce que vous pouvez revenir sur vos missions et nous expliquer un petit peu ce que vous faites ? Le groupe TGS France, c'est du conseil aux entreprises et le cœur de métier, c'est l'expertise comptable depuis 50 ans maintenant, très implanté dans les pays de la Loire. Mais aujourd'hui, nous sommes sur la moitié ouest de la France, si je reprends ce que j'ai dit tout à l'heure. Donc, moi, je suis responsable de la communication interne au sein du service Marketcom du groupe et j'exerce vraiment ce métier avec ce titre depuis 10 ans. Ça fait 25 ans que je suis chez TGS France, mais ça fait 10 ans que je suis responsable de la com interne. Donc, pour mes missions, elles sont diverses et variées. C'est très proche RH, c'est très proche com. Mais si je veux simplifier, c'est tout simplement, en com interne, on catalyse énormément d'informations de l'entreprise et à nous de la transmettre, par exemple, du manager vers ses équipes, mais des équipes vers les managers et en transversal. On travaille avec différents métiers, donc il y a différents langages, différentes habitudes, différents médias. Donc il faut toujours être pertinent dans le choix du média pour que cette information soit comprise. Et ainsi, le collaborateur ou la personne qui reçoit l'information peut comprendre ce qu'on met en place et participer au plan d'action. D'accord, oui, donc beaucoup de communication finalement intra-entreprise, Oui. C'est bien là l'objectif. Oui, c'est ça. Et puis, on travaille aussi sur, comment on dit, l'expérience collaborateur, le parcours collaborateur au sein du groupe et la conduite du changement. Voilà. Très bien, merci beaucoup. Charlène Reddy, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes responsable média chez LMWR, le groupe LMWR, donc, qui fait de la pub et de la com externe davantage. Vous gérez les campagnes médias, qu'elles soient offline, online. Est-ce que vous pouvez nous expliquer ce que ça recoupe finalement, ces notions-là ? Oui, bien sûr. Alors du coup, comme vous le disiez, l'agence LMWR représente une multitude de talents et de pôles, à la fois créa, strat, digital, social media et média. Donc on a le pôle Média WR que je dirige depuis maintenant 6 ans. Et notre rôle finalement, c'est d'accompagner les clients à la fois sur le conseil et sur l'achat d'espace qui soit offline, donc tout ce qui va être télé, radio, cinéma, affichage, presse, etc. Et puis toute la partie online, où là, on a effectivement une partie réseaux sociaux, mais pas que. On a le référencement payant, le référencement naturel, tout ce qui est display. Bref, tout ce qui est relatif au digital. Et notre rôle est donc d'accompagner le client de A à Z sur sa problématique, en lui proposant des plans médias sur mesure. Et puis, par la suite, une fois qu'on a acté ce plan, notre rôle est vraiment d'aller négocier et d'acheter au meilleur prix pour avoir les meilleures performances possibles. Et après, on a toute une partie d'optimisation de ces campagnes au quotidien.
Très bien, merci beaucoup. Louison Grouard, je continue mon tour de table. Donc vous avez monté l'agence Pawan en 2016. Donc c'est beaucoup plus là des campagnes digitales, hein, réseaux sociaux. Et puis vous avez aussi souhaité faire évoluer un peu vos compétences en 2020, où vous avez proposé davantage de services. Est-ce que vous pouvez revenir justement sur le public auquel vous vous adressez et puis ce que vous proposez ? Oui, tout à fait. Alors j'ai créé l'agence Pawan en 2016, donc il y a bientôt 6 ans. Au tout commencement, c'était vraiment une agence de communication sur les réseaux sociaux, donc du community management, de l'externalisation, donc c'est-à-dire qu'on animait les réseaux sociaux de nos clients pour eux. Et on a vu la demande évoluer super vite et de façon vraiment exponentielle. Donc du coup, je me suis fait accompagner de mon associé qui s'occupe plutôt du marketing aujourd'hui et qui est spécialisé en stratégie d'acquisition, en mesure d'audience, en data management aussi. Donc aujourd'hui, on est une agence qui propose toutes les prestations marketing digital, de la création du site web jusqu'au social media encore, mais surtout avec un fort levier stratégique, avec de l'audit et de la stratégie et de la mesure de performance derrière. Donc aujourd'hui, on accompagne des clients qui sont très héroïstes, comme vous disiez tout à l'heure, et non plus seulement, entre guillemets, de la communication, mais vraiment un panorama global. Et je pense qu'on le ressent toutes aujourd'hui dans le milieu de la communication. C'est vraiment une demande forte des clients de travailler sur de la stratégie plutôt que juste sur de la communication. Merci. Et Marie-Laurenne Chamla, bonsoir. Bonsoir. Vous avez travaillé 15 ans dans la communication et puis le marketing aussi. Et en 2020, si je ne me trompe pas, hein, vous avez souhaité vous lancer en tant qu'indépendante. Et vous menez justement, enfin vous êtes indépendante et vous permettez à vos clients, enfin vous les aidez, vous les conseillez, toujours dans ce même domaine de la communication et du marketing. En fait, moi, je suis indépendante depuis 2016. Oui, 2015. Voilà. Oui. Donc, moi, j'accompagne les entreprises. Donc, je fais du conseil et de la formation en communication web. Je vais travailler sur des stratégies en community management, social media, tous les leviers d'acquisition, donc le référencement naturel, référencement payant, display, newsletter, emailing, etc. Et en fait, depuis 2020, moi, j'ai pris un virage un petit peu différent. Je me suis formée à l'éco-conception de services numériques pour essayer d'allier conviction personnelle et activité professionnelle et surtout sensibiliser les entreprises aux impacts du numérique sur nos actions. C'est d'autant plus vrai aujourd'hui avec l'impact du Covid qui a fortement accéléré la consommation et les usages des consommateurs sur le digital. Donc c'est d'autant plus important d'éveiller, de sensibiliser et d'accompagner les entreprises sur ces sujets-là. Merci beaucoup. Donc pendant cette heure passée ensemble, c'est vrai que nous allons avoir de cesse de savoir pourquoi la mesure des campagnes de communication sont devenues une telle obsession, mais aussi nous verrons quelles sont les limites. Et puis nous essaierons d'ouvrir un peu le sujet avec l'empreinte carbone nécessitée justement et qui impacte en fait ces campagnes de communication. Je le disais donc en introduction, proposer des campagnes de communication, donc qu'elles soient médias, digitales, semble ne plus suffire aujourd'hui. Les clients veulent effectivement savoir quel va être leur retour sur investissement. Que j'investis 1 €, clairement, combien ça va me rapporter. Justement, Nathalie Fargeton, alors vous, c'est un peu plus particulier puisqu'on est là sur de la com en interne. Hein, mais comment est-ce que vous avez vu votre métier évoluer face à cette mesure des actions de communication ? J'allais dire que oui, il y a une évolution, mais plus sur les outils. Mais en com interne, il faut être toujours dans la relation interne. Et ça a toujours existé, il n'y a pas d'évolution. C'est-à-dire qu'il faut que je sois en relation avec les gens pour pouvoir ressentir et avoir une mesure sur ce qu'on a mis en place, comment le message a été reçu, etc. Donc cette mesure existe depuis toujours. On ne peut pas être communicant interne si on n'est pas dans la relation interne. Ensuite, c'est vrai qu'avec les outils digitaux, on peut, surtout que nous, on est derrière des écrans tout le temps, donc on peut les utiliser pour porter cette information plus rapidement. Après, bon, savoir comment elle est reçue, comment elle est lue, c'est autre chose. Mais
on utilise beaucoup ces outils-là, comme l'intranet, les newsletters, les forums, etc. Et on peut estimer le temps passé, le nombre de clics, les articles lus, etc. Bon, voilà. On utilise ces outils-là, en plus du relationnel. Et qu'est-ce que j'utilise d'autre? Les noter, les questionnaires en ligne, enfin les trucs classiques. Vous avez le sentiment que ça s'est fait sous quelle impulsion finalement c'est cette demande aussi de voilà, vous lancez des actions au sein de l'entreprise, mais clairement, qu'est-ce qu'il en ressort? Est-ce que les salariés de l'entreprise sont satisfaits des actions menées? Est-ce que vous avez le sentiment qu'il y a une demande aujourd'hui peut-être plus présente ou plus pressante de la part du DRH, du directeur de l'entreprise? Oui, bien sûr. Et il faut maintenant enclencher cet outil de mesure. Et maintenant, quand j'ai un porteur de projet qui vient me voir, on établit un plan d'action et j'ai des objectifs de com interne. Et il y en a toujours un qui est dédié à la mesure. C'est-à-dire à quel moment tu te dis que ce projet-là ou la campagne de com qu'on mène est réussie. Donc c'est tout et n'importe. Enfin, j'allais dire, il y a tout un tas de mesures possibles, surtout en interne. Par exemple, quand on met en place un projet de mentorat, donc c'est un projet qui existe depuis 3 ans, mais il faut toujours rappeler. Et il manque des personnes pour compléter les équipes mentorées. Donc la personne me dit, moi, il me faut 3 mentors mentorés plutôt en expertise comptable. Il m'en faut 2 chez les avocats. Il m'en faut, etc. Donc là, on a une vraie mesure, on a des vrais critères. Et ça, je le mets en place systématiquement. Avant, c'était moins vrai. Mais aujourd'hui, je nous l'impose. Ça permet d'apporter la preuve comme quoi on a bien bossé. Et si on ne l'a pas bien fait, on ajuste, on s'adapte ou on recommence autrement. Alors vous parliez tout à l'heure justement des newsletters, de l'intranet. Quels sont véritablement les outils dont vous disposez? Est-ce qu'il y en a d'autres? Comment ça fonctionne? Comment est-ce que vous faites pour mesurer? Ou est-ce que c'est au feeling, parce que autour d'un café avec les salariés, vous savez un petit peu comment ils ont pris telle ou telle mesure ou action de com lancée par vous? C'est les deux. C'est les deux? Et oui, c'est les deux. Comme je vous disais, avoir le ressenti, le feedback, c'est essentiel. On peut pas. Si vous faites une erreur, ça vous revient, mais dans les 2 secondes qui suivent. Vous faites une publication sur l'intranet, vous vous êtes trompé. On vous appelle en disant mais non, là tu t'es trompé, c'est pas telle personne l'interlocuteur. Donc c'est qui suivent. Donc voilà, oui, déjà ça c'est bien. Ça veut dire que c'est lu, c'est un bon indicateur. Mais non, mais c'est l'avantage quand on reste accessible. Les gens savent où je suis, qui je suis. J'ai la chance d'être là depuis longtemps. Donc il faut amener une relation facile pour avoir ce retour et ce feedback. La relation interne, c'est vraiment essentiel dans la communication interne et ça, j'en démords pas. Après, il y a en effet tous les outils que vous avez énoncés, l'intranet, newsletter, etc. Et il y a aussi un nouvel outil, ce sont les réseaux sociaux. C'est-à-dire que par le biais des réseaux sociaux, un collaborateur qui est fier de ce qu'il a fait, une campagne qu'il a menée, une action, il a un client, j'allais dire un beau client, entre guillemets, il en parle sur les réseaux sociaux. Donc c'est aussi un indicateur. Aujourd'hui, qu'on n'avait pas, bien sûr, il y a quelques années, il n'y a pas si longtemps. La façon aussi dont les salariés vont relayer finalement ces informations. Oui. Il y a des questions particulières, que vous vous posez avant de lancer les campagnes ou avant de lancer les mesures sur la campagne? Des questions importantes qu'on doit se poser justement? Eh bien, j'allais dire, il faut aimer les gens. Si vous faites des événements, il faut vraiment que ça leur plaise. Donc, il faut le faire en disant, je veux leur faire plaisir. Donc, je crée un événement qui convient et pour qu'ils passent un bon moment. Et c'est pareil, cet événement, il faut qu'il réponde à des objectifs qu'on a définis. Après, avec le porteur de projet, quand il vient me voir pour qu'on rédige un plan de com, je l'interpelle toujours et je lui dis, mais à quel moment ton projet, à quel moment c'est réussi? À quel moment on a réussi notre campagne de com? Il faut que tu me le dises, c'est pas à moi de le deviner, c'est lui qui va me dire, écoute, moi c'est réussi, s'il y a ça, ça et ça. Si l'outil est utilisé, parce qu'on met en place beaucoup de nouveaux outils,
Donc si cet outil est utilisé au début à 10% et qu'il y a une belle progression, là, ok, c'est réussi. Oui, c'est que la campagne aura été... Oui, mais je ne le définis pas toute seule. Je ne peux pas, parce qu'on a quand même des métiers différents et des préoccupations différentes. Je ne peux pas... Oui, vous ne pouvez pas mesurer toutes les campagnes lancées, en fait. C'est que vous êtes obligé aussi de vous entourer Oui. pour savoir et pour connaître le feedback. Oui. Et puis, à un moment donné, on contrôle, on regarde où on en est au niveau de la mesure. Et si c'est satisfaisant, on est content. Et si ça ne l'est pas, comme je vous disais, on ajuste ou on refait. Deuxième piqûre de rappel, troisième piqûre de rappel. D'accord. Voilà. Alors, Charlène Reddy, vous, ça fait 6 ans que vous êtes responsable du pôle média, hein, c'est ça? Vous nous parliez donc tout à l'heure des campagnes médias, qu'elles soient offline, online. Qu'attend le client quand il vient vous voir, quand il vient voir votre agence? Qu'est-ce qu'il vous demande? Mais avant tout du conseil aujourd'hui, puisque ce qu'il nous demande, c'est vraiment de bâtir un plan média sur mesure, de ne pas dupliquer ce qu'on a pu faire sur tel ou tel client, puisque chaque client a sa problématique. Et ce qui est vraiment important, c'est en plus de ce conseil et de cette mise en place, en tout cas, de plan média sur mesure, c'est vraiment de répondre aussi aux objectifs qui ont été définis en amont. Avec nous, avec le client, de respecter aussi le budget qui est alloué, puisque c'est un facteur important. Il nous demande également d'avoir une analyse en fait, du secteur, du marché peut-être même plus global, de l'ensemble de la concurrence, qui est aussi également important pour lui, et puis une partie cible, qui est sa cible ou ses cibles, que consomment-elles, que font-elles. Voilà, donc ça c'est un grand panorama de ce qu'on peut apporter aux clients et de ce qu'ils demandent. Et alors, une fois que vous vous lancez dans votre campagne média, comment est-ce que vous allez faire après pour mesurer l'efficacité de cette campagne? J'imagine que les outils aussi dont vous bénéficiez sont peut-être différents selon que la campagne soit offline ou online. Oui, c'est ça. Alors, aujourd'hui, on est tellement dans un paysage médiatique qui est vraiment très complexe et où la mesure est sans cesse demandée aussi par les annonceurs. C'est difficile aujourd'hui de vraiment tout mesurer parfaitement. En revanche, encore une fois qu'on a défini les objectifs, que ce soit un objectif de visibilité, de trafic sur site, de conversion ou de lead, ça c'est vraiment important pour mesurer cette efficacité, puisque les indicateurs vont être différents. Si on est sur un objectif de visibilité, par exemple, ou même de notoriété, alors on va peut-être regarder plus un nombre de vidéos vues, on va recommander une étude de notoriété, qu'elle soit pré- et post-test, donc avant et après la campagne. Voilà, tous ces outils vont nous permettre de vraiment mesurer si une campagne est efficace. Et pour la partie un petit peu plus online, là encore, on va plutôt être sur des objectifs de trafic sur site, de conversion et de lead. Donc voilà, nombre de visiteurs, nombre de trafic qualifié, nombre de leads, nombre de conversions qu'on a pu remonter. Alors aujourd'hui, on est quand même confronté à des milliers de messages publicitaires chaque jour. Comment est-ce que vous faites, vous, pour vous démarquer et pour réussir à convaincre votre auditoire? Oui, alors en fait, le digital prend une part très importante, mais aujourd'hui, on ne consomme pas que du média online tout au long de notre journée, et comme on ne consomme pas qu'un seul média. On est sur une moyenne, en tout cas, où on est exposé à jusqu'à 10 000 messages par jour et par personne, qu'ils soient offline ou online. Donc c'est très compliqué d'aller capter la bonne personne au bon moment, au bon endroit, avec le bon message. Et ça, c'est vraiment notre défi. Et c'est ce que nous mettons en place, justement, en analysant toute la concurrence, le secteur, le marché, les cibles. Et c'est tout ça qui va nous permettre d'aller essayer d'émerger au maximum en évitant cette déperdition et ainsi maximiser les performances. D'accord. Donc effectivement, on parlait de l'importance des campagnes digitales aujourd'hui. Louison, vous, comment est-ce que vous avez vu la demande évoluer face à la campagne aux campagnes digitales et face surtout à aujourd'hui le déploiement des réseaux sociaux? Alors nous, on a une demande qui a beaucoup évolué en 10 ans. Il y a 10 ans, on était plus sur de la communication pure et dure, donc on nous demandait de faire des posts sur les réseaux sociaux, de faire des vidéos, de faire des carousels, etc. Donc c'était vraiment beaucoup plus terre à terre, j'ai envie de dire, sur on veut communiquer. On veut être présent sur les réseaux, ouais, quoi. Voilà, mais on ne sait pas comment faire finalement. Alors on veut être présent, on veut avoir quelque chose de plus gros que notre concurrent surtout, parce qu'on regarde seulement les concurrents, et on ne sait pas trop comment faire, donc on s'adresse aux agences de communication.
Aujourd'hui, on a réussi à faire comprendre aux clients qu'avoir la plus grosse communauté, c'est pas le plus important, que l'engagement est aussi super important. Donc, on va calculer des taux d'engagement, des taux de clics. Est-ce que la communauté, finalement, ou les gens qu'on cible, réagissent à notre message. Et de plus en plus, on a des dirigeants qui ont besoin d'un accompagnement stratégique, donc avec de l'audit, avec le fait qu'on se pose sur une stratégie pendant une journée avec eux, main dans la main, avant de dire on va sur Facebook, on va sur Insta, on va sur TikTok, on va sur Pinterest, etc. Et ça, c'est devenu vraiment super important pour eux. Donc l'accompagnement stratégique et la mesure de données. Et Marie-Laurenne, est-ce que vous avez justement, vous, l'impression que ces entreprises, elles sont à l'aise avec ces outils digitaux ? Est-ce qu'il faut encore les tenir par la main pour leur faire peut-être appréhender le secteur d'une façon un peu plus simple ? Donc je dirais que c'est assez variable finalement. Généralement, quand on va faire appel à une agence ou à un freelance, c'est qu'on n'a soit pas le temps de s'occuper à proprement parler de mener des campagnes digitales ou autres en interne. Donc on va confier en fait cette responsabilité-là en externe. Et on va vouloir aussi se reposer sur des experts métiers qui ont une multitude d'expériences et qui vont pouvoir nourrir justement leurs recommandations de leur expérience multisecteur. Donc ça peut être aussi un vrai support pour les nourrir. Et que permettent les réseaux sociaux ? Alors peut-être, Louison, si on revient sur vous, qu'est-ce que ça a permis aujourd'hui, les réseaux sociaux, dans les campagnes de communication, dans la promotion des campagnes de communication ? Alors ça a permis d'avoir une vision héroïste. Dans la com et notamment dans les réseaux sociaux, il y a quelques années, on disait que c'était difficile de mesurer les résultats d'une communication sur les réseaux. Aujourd'hui, c'est de plus en plus facile parce que notamment Facebook et Instagram, qui sont les poids lourds en termes de publicité, nous apportent vraiment beaucoup d'informations en termes de réussite de campagne. Donc aujourd'hui, on peut savoir de façon très précise combien de personnes notre campagne a touché, combien de vidéos ont été vues, encore une fois, quel est le taux de clic, le taux de conversion, etc. On peut installer ce qu'on appelle le pixel Facebook sur son site internet qui permet de traquer les visiteurs de notre site et de leur faire du retargeting. Donc la petite pub Azos que vous voyez. Pas mal de termes techniques. Je ne sais pas si je vais peut-être revenir dessus. Voilà, expliquer ces outils de tracking justement. Quels sont-ils et puis à quoi ça sert ? Alors, le pixel Facebook, c'est un petit tracker que vous installez aujourd'hui très simplement sur votre site internet et qui vous permet de traquer les visiteurs de votre site. Typiquement, aujourd'hui, vous allez sur le site de Azos. Vous cherchez un vêtement pour Halloween, vous validez pas votre panier, dans 2 jours, vous allez avoir une pub qui va vous dire « Coucou, t'as oublié d'acheter ton costume pour Halloween ». Donc ça, c'est grâce au pixel Facebook qui nous permet de traquer les visiteurs et qui nous permet aussi de traquer la réussite de notre campagne quand elle a un objectif de conversion. C'est-à-dire que quand on fait une campagne de publicité avec pour objectif de vendre quelque chose en ligne, ce fameux pixel nous permet de savoir si oui ou non on a vendu grâce à notre pub. Et aujourd'hui, Facebook et Instagram développent toute une panoplie d'outils qui nous permettent de traquer nos performances. Mais ça, c'est assez récent finalement. Ça fait 2-3 ans qu'on arrive à mesurer l'impact des campagnes sur les réseaux sociaux. Alors, c'est un peu plus vieux que 2-3 ans, mais on va dire que ça va de plus en plus vers le côté pointu. Facebook, Instagram, et puis de plus en plus les autres réseaux sociaux aussi sont capables de nous apporter de la data. Aujourd'hui, ça fait un tout petit peu plus de 2-3 ans qu'on arrive à traquer et à vraiment aller de façon pointue, mais ça va vraiment de mieux en mieux. Et aujourd'hui, c'est vraiment une aubaine pour les annonceurs de communiquer sur ces réseaux qui sont très peu chers en termes de coût par 1000, donc c'est-à-dire combien d'euros on va dépenser pour 1000 personnes touchées. Sur Facebook, on est autour de 2 à 3 euros pour 1000 personnes touchées, ce qui est très faible. Et donc voilà, donc la data est de plus en plus performante sur ces outils publicitaires parce que forcément, eux, leur intérêt aux réseaux sociaux, c'est que vous dépensiez de plus en plus sur leur plateforme. Donc ils ont tout intérêt à vous apporter un maximum de données derrière, quoi. Et vous avez le sentiment que les entreprises aujourd'hui maîtrisent ces outils, maîtrisent ces réseaux sociaux ou ont encore besoin de vous, besoin que vous les accompagniez ? Ils ont besoin de nous. Alors, les entreprises commencent à maîtriser le community management. Aujourd'hui, on fait des beaux posts, des belles stories, des belles stratégies, des plannings éditoriaux, etc. Pour la publicité, il y a encore de gros besoins, je trouve, de professionnels, d'autant plus que c'est des algorithmes qui évoluent en permanence. Là, on a encore eu une mise à jour récente de la pub sur Facebook et des données qu'ils traquent. Donc il y a encore des besoins, soit en formation, soit en externalisation sur la pub, du fait que ça évolue tout le temps et que ce soit très pointu.
Je me posais aussi une question concernant, on ne peut pas passer outre la crise sanitaire, la Covid-19. Est-ce que vous avez eu le sentiment que ça aussi, ça a accru déjà toutes les campagnes via le digital, via les réseaux sociaux, et comment ça a permis cet accroissement? Marie-Lorraine, vous voulez répondre? Alors moi personnellement, j'ai vraiment vu une évolution au niveau déjà du demande de formation. Donc la période de Covid, c'était une période où il y a eu beaucoup de télétravail et c'était le bon moment aussi pour investir en formation et former les équipes pour pouvoir justement mener à bien des campagnes sur les réseaux sociaux, sur d'autres leviers digitaux. Donc il y a eu un fort accroissement à ce niveau-là. Et bien sûr, un fort accroissement de la demande pour mettre en place des campagnes sponsorisées. Je rejoins Louison sur le fait qu'aujourd'hui, le community management, les entreprises s'en sortent plutôt bien, mais c'est plutôt sur l'aspect publicitaire, que ce soit les réseaux sociaux ou le référencement payant de manière générale, où là, c'est quand même assez technique, ça évolue assez rapidement. Donc, ils n'ont pas forcément les compétences internes pour mener à bien en fait, leur campagne et atteindre leur objectif. Nathalie Fargeton, si on parle comme interne, est-ce que justement avec le Covid et puis le télétravail, effectivement, est-ce que ça aussi, ça a renforcé votre mission? Est-ce que ça l'a poussé un peu plus loin? Ça l'a poussé un peu plus loin, en fait, puisque nous étions tous chez nous et il a fallu qu'on garde quand même du lien. Donc, c'était pas si évident que ça. Comme je vous disais, on a la chance de travailler derrière des écrans, donc il fallait qu'on conserve ce média-là et nous avons créé une newsletter dédiée au lien, comment garder du lien, et qui donnait des informations liées aux clients, les messages clients, des choses qui reboostent un petit peu le moral des troupes. Après, vous avez pu mesurer justement ces campagnes lancées, comment ça a été perçu finalement par les salariés? Eh bien, ça les a aidés? Ouais, moi je suis plutôt contente parce que quand on a envoyé la première newsletter, après derrière, j'avais plein de collaborateurs qui m'envoyaient des mails avec des messages clients. Ils étaient hyper fiers de voir que le client les remerciait chaleureusement pour l'accompagnement. C'était une période très difficile pour toutes les entreprises. Nous, nos clients, ce sont des entreprises, commerçants, artisans, donc TPE, PME. Et ils ont vraiment été en souffrance. Donc, nos collaborateurs étaient également en souffrance. Et recevoir un message de remerciements hyper chaleureux et tout. Donc, moi, je les recevais sur ma boîte mail et je les retransmettais à l'ensemble du groupe. Donc, les gens étaient fiers. Ouais, donc, ça aussi, ça vous a permis de mesurer finalement ce que vous étiez en train de mettre en place, que vous mettiez en place. Magali, je me tourne vers vous. Est-ce que vous avez des questions de la part des internautes qui nous suivent en ce moment même? Alors oui, il y a une question d'Anaïs qui demande si c'est plus simple d'avoir une mesure en communication interne qu'en externe. Ah, alors. Quelle mesure? Finalement, est-ce que c'est plus facile de savoir ce que pensent les salariés des actions menées en com, ou est-ce que c'est plus facile, grâce peut-être aux outils de tracking notamment, de savoir quel va être le retour sur investissement des campagnes digitales, par exemple, ou sur sur le digital, de façon globale, quoi? Peut-être qu'en interne, il y a un paramètre qui est important, c'est la rapidité. C'est-à-dire qu'on a action-réaction, quoi. Voilà. À partir du moment où on met en place une action, comme je vous disais tout à l'heure, s'il y a la moindre erreur ou au contraire... Oui, ça remonte directement dans votre bureau. Ouais. Et vous, est-ce que vous avez le sentiment que peut-être mesurer ces campagnes, c'est pas si facile? Remarquez, en même temps, ça nous fait une belle transition pour la deuxième partie de cette conférence. Mais... C'est ça, il ne faut pas trop en dire pour la suite. Mais oui, après, la mesure, tout dépend encore une fois du levier qui est activé, je dirais, puisque avec le digital, on est quand même sur de la mesure en temps réel également, la plupart du temps. Maintenant, on a d'autres leviers, comme si je prends reste en média, mais si je prends la télé ou la radio, c'est beaucoup plus complexe à mesurer, même si aujourd'hui, on a quand même des outils qui nous permettent, alors je vais reprendre le terme pixel, mais globalement, si on pose un pixel de tracking sur les sites des annonceurs, en fonction de l'heure de diffusion, de la chaîne de diffusion, du programme, etc., enfin bref, d'une campagne télé ou d'une campagne radio, on est capable aujourd'hui de mesurer finalement d'où provient le trafic sur site
Est-ce qu'il vient vraiment de notre campagne télé ou est-ce qu'il vient vraiment d'une campagne radio ou est-ce qu'il vient d'ailleurs? Donc aujourd'hui, c'est possible, on peut même aller encore plus loin en allant, voilà, est-ce que c'est peut-être telle chaîne qui a le mieux fonctionné, telle heure, tel programme, tel créa, parce qu'on peut aussi avoir des spots différents. Et ça, aujourd'hui, c'est possible, pas sur tous les leviers, mais on va y venir. Une autre question, Magali ? Non, c'est bon. Donc justement, c'est ce dont on parlait. C'est vrai que mesurer les campagnes, ça paraît essentiel. Pour autant, il peut y avoir des limites, hein, des barrières législatives, des problèmes de temps aussi. J'imagine que ça prend beaucoup de temps de devoir faire cette mesure de toutes les campagnes déjà qu'on doit lancer. Est-ce qu'il y a des gens qui sont spécifiquement attachés à ces missions ou est-ce que c'est vous qui faites tout, qui faites qui devait aussi analyser le retour de vos campagnes? Charlène, peut-être, oui. Oui, alors si je reprends l'exemple de l'agence, nous au pôle média, effectivement, on a ce qu'on appelle des traffic managers leur mission principale est de mettre en ligne les campagnes avec le bon ciblage, le bon budget, à la bonne période, etc. Et vraiment d'optimiser ces campagnes de manière quotidienne, hebdomadaire, en fonction des leviers activés. Et ça, c'est un vrai métier, c'est un temps passé au quotidien et c'est des heures d'analyse de data. Alors, trop de data tue la data, mais on a besoin de ces gens-là et on a des nouveaux métiers aussi qui arrivent, des data analystes, etc. On en reparlera peut-être plus tard. Louison, comment est-ce que vous faites, vous, au sein de l'agence PAWAN? Est-ce que l'agence est suffisamment importante aussi pour avoir des éléments qui ne gèrent que ça, que cette mesure? Alors nous chez PAWAN, on a un modèle un peu différent. On est plusieurs experts, chacun dans notre domaine. C'est-à-dire que moi, par exemple, je suis expert social media, mon associé expert marketing, on a quelqu'un expert en SEO, SIA, quelqu'un en community management. Et plutôt que d'avoir des traffic managers, on va chacun se former au quotidien sur les nouveautés de notre domaine et du coup être capable d'analyser les données sur notre expertise, quoi. D'accord, oui, en fait, vous segmentez après et quand vous faites des retours sur la mesure, c'est chacun va mesurer sa campagne, quoi. Enfin, ses actions, finalement. C'est ça. Donc, on a un tableur Excel avec plein de KPI et chacun rentre ses données pour la campagne de notre client et après, on fait un retour et c'est le chargé de projet qui va faire KPI, juste, on explicite peut-être. Ouais, KPI, c'est pour Key Performance Indicator, donc indicateur clé de performance, c'est les chiffres clés qu'on va analyser, donc la portée, l'engagement, les clics. On le sait, donc il y a aussi peut-être des impacts. Je pensais notamment au règlement général sur la protection des données, appelé plus couramment le RGPD, dont tout le monde a dû entendre parler. Est-ce que ces avancées aussi législatives, hein, la protection des données, on en entend également régulièrement parler. Est-ce que ça n'a pas un impact sur vos outils de tracking, sur les outils de tracking dont vous vous servez au quotidien? Charlène, ouais, si vous voulez. Oui, alors vous avez dû tous le voir, mais depuis fin mars 2021, en fait, le bandeau RGPD est obligatoire sur l'ensemble des sites web, ce qui vous permet simplement d'accepter ou refuser le fait d'être traqué, concrètement. C'est continuer sans accepter, voilà. Tout refuser, tout accepter, paramétrer. Ou paramétrer les choses. Alors là, ça devient un peu compliqué d'ailleurs. Il faut du temps, mais en général, c'est plutôt incitatif. On clique sur tout accepter. Tout accepter, ouais, mais oui, depuis ça, en fait, on a beaucoup d'annonceurs qui sont venus en nous disant « mais catastrophe, j'ai plus personne sur mon site ». J'exagère, mais globalement, la chute en fait, du nombre de visiteurs sur le site a forcément baissé. Ça ne veut pas dire qu'il y a moins de visiteurs, mais ça veut dire qu'il y a moins de visiteurs qui souhaitent être traqués. Puisque aujourd'hui on est quand même dans une phase où l'utilisateur, nous-mêmes, consommateurs, on souhaite prendre le contrôle de plus en plus de cette notion de confidentialité. Et je dirais qu'aujourd'hui c'est plus aux marques en fait de s'adapter aux utilisateurs plutôt que l'inverse. C'est une très bonne chose. Oui, mais concrètement, vous faites comment aussi pour savoir quels sont... Est-ce que d'autres outils sont venus se juxtaposer face aux outils de tracking? Est-ce que vous imaginez ou est-ce que vous pensez même dans le futur à des nouveaux outils qui pourraient venir lutter contre
contre ces règlements qui privilégient les données personnelles? C'est en cours, oui. Il y a pas mal de choses qui vont être mises en place. Mais c'est assez technique, honnêtement, pour réussir à capter ça. Mais c'est vrai que ça a eu un vrai impact sur nous. Après, c'est aussi aux marques de faire en sorte que l'utilisateur, finalement, accepte d'être traqué pour eux. Après, les outils vont venir. Mais honnêtement, c'est assez complexe aujourd'hui. Ouais. Marie-Laurenne Chamla, vous, est-ce que vous avez vu justement aussi ces outils? Est-ce que vous avez des limites par rapport à la mesure des actions de communication? Comment est-ce que vous envisagez cette sphère justement de la mesure et des outils? Comment est-ce que vous avez vu ça évoluer finalement? Alors, je dirais qu'il y a une dimension éthique aussi qui est de plus en plus dominante aujourd'hui, en tout cas dans l'attente des consommateurs. Qui sont de plus en plus exigeants vis-à-vis des marques, aussi bien dans le traitement des données, comme on vient de le parler, mais aussi au niveau des messages et de la responsabilité aussi de l'impact de leurs activités sur l'environnement ou socialement également. Donc c'est plutôt à ce niveau-là. Je pense que les comportements des consommateurs ont évolué et vont changer un peu la vision et les actions que vont travailler les entreprises, les marques, pour toucher de manière différente leur cible. Voilà. Oui, donc en fait, ces outils et ces législations permettraient de changer aussi peut-être, ou de changer de vision face à la mesure des actions de communication. C'est ce que vous imaginez ? Finalement, le RGPD, c'est une contrainte pour les marques, mais c'est simplement pour redonner un peu le pouvoir aux consommateurs sur leurs données. C'est ce qu'on vient d'expliquer. Pour dire aux entreprises, on ne fait pas n'importe quoi avec les données utilisateurs. Effectivement, c'est intéressant à des fins marketing et de communication, parce que ça nous permet de mieux connaître nos cibles, de mieux les comprendre, pour mettre en place justement des actions plus adaptées et proposer des contenus qui soient plus en adéquation avec les attentes et problématiques des cibles. Donc là, quand on est sur on va dire cet aspect vertueux et vraiment cette volonté d'être cohérent et d'apporter du contenu à valeur ajoutée, on aura vraiment des retours intéressants et percutants parce que ça sera une vraie réponse cohérente aux attentes. Oui, bien sûr. Et justement, est-ce que les entreprises, est-ce que les marques le comprennent aussi? Louison, est-ce que les clients que vous avez l'habitude d'accompagner comprennent cette démarche? De plus en plus, ouais. De toute façon, ils n'ont pas le choix puisque c'est la loi. Mais ils le comprennent, oui. Et puis ils suivent les directives. De toute façon, ils s'y adaptent, ils s'y plient. Donc peut-être qu'ils ont attendu la dernière minute avec la loi RGPD, mais ils l'ont fait. Et j'allais juste revenir aussi sur un point, c'est que le fait que les réseaux sociaux aussi ont leur part de responsabilité dans le traitement des données des utilisateurs. On l'a vu avec le gros bug sur Facebook et Instagram là il y a 2 semaines. Il y a un sondage qui a été fait ensuite et d'après ce sondage, il y a 64 ou 65% des utilisateurs qui disent être prêts à quitter Facebook et Instagram parce qu'ils ont des doutes sur la gestion de leurs données c'était assez énorme. C'est 70% même des moins de 30 ans qui étaient prêts à aller sur un réseau social plus indépendant et qui gèrent mieux leurs données. Donc on voit que les utilisateurs se posent de plus en plus de questions, on voit qu'ils sont traqués en permanence avec la publicité. Le parti pris des réseaux sociaux, c'est de vous dire ouais, ok, je te traque, mais c'est pour te montrer une publicité qui va t'intéresser plutôt qu'une pub pour une tondeuse si t'as pas de jardin. Ça c'est l'argument marketing. Derrière, l'utilisateur se sent traqué en permanence et je pense que les réseaux sociaux vont de plus en plus devoir répondre à ça. En ce moment, on a l'extrême opposé en Chine qui est en train d'interdire ou en tout cas de limiter très fortement TikTok parce qu'ils veulent protéger les données de leurs utilisateurs. Bon, après, derrière, il y a un argument aussi très politique là-bas. Mais en France, j'ai entendu des candidats à la présidentielle soumettre l'idée que la France pourrait contrôler les algorithmes des réseaux sociaux, donc c'est-à-dire contrôler ce que les Français voient sur les réseaux sociaux et la gestion des données des réseaux sociaux, quoi. Donc je pense que c'est un débat éthique qui va avoir lieu de plus en plus, le poids des réseaux sociaux dans la gestion des utilisateurs. Et donc ça changerait peut-être aussi votre façon de procéder, votre façon de travailler, tout simplement?
Ouais. Bah oui, parce que nous, côté entreprise et côté agence, on est bien content de pouvoir analyser les données des utilisateurs parce qu'on est bien content de faire des pubs performantes. Mais on a toujours ce côté un peu biaisé dans tout ce qu'on a dans la com, de se poser la question de est-ce que c'est bien ce qu'on fait et est-ce qu'on le fait bien et est-ce qu'on gère bien les données des utilisateurs derrière, quoi. Aujourd'hui, nous, on fait notre boulot avec ce qu'on a accès et on fait en sorte que nos clients aient les meilleures performances possibles tout en restant dans la légalité et dans l'éthique. Mais c'est pas forcément le cas de tout le monde, quoi. Vous avez l'impression aussi chez LMWR, vous faites attention à tout ça et vous prenez en compte justement ces datas, est-ce que vous êtes intelligent finalement face à ça? Non, pas du tout. Oui, bien sûr. Non, je veux dire une façon de concevoir les choses plus intelligente et plus vertueuse, effectivement. Je plaisante. Oui, non, mais tout est à prendre avec beaucoup de recul aussi. C'est-à-dire que, par exemple, nous, on travaille beaucoup avec les régies aussi. Donc, j'entends régie, c'est tout ce qui va être ceux qui nous vendent finalement l'espace et ceux à qui on achète, du coup. Ça peut être la télé, TF1, France Télé, la presse, l'affichage, etc. Et en fait, même eux, finalement, concrètement, si on suit l'ensemble de leurs données, ils sont tous premiers partout, globalement, tout le temps, sur leur marché. Et après, à nous, en fait, de se dire, OK, donc en fait, les données, elles proviennent d'où? Comment tu les as récoltées? Qu'est-ce que tu en as fait? Et nous, comment on va s'en servir, en fait? Et c'est ça qui est assez... c'est aussi un travail de longue haleine, mais il faut réussir à bien utiliser la donnée, pas n'importe comment, ne pas arriver à un niveau de saturation non plus, puisqu'on va être sur un rejet en fait de la marque si on voit trop de pubs. Typiquement, si on lance un replay par exemple et qu'on voit 3 fois de suite la même publicité, il y a clairement un problème de mise en ligne de campagne et d'utilisation de ces données en fait. Donc oui, on fait tout et même dans les messages, on se doit maintenant d'être très vigilant à ce qu'on dit et à ce qu'on veut véhiculer. J'imagine qu'en com interne, c'est un peu différent. Vous n'avez pas toutes ces réglementations qui viennent impacter la com interne. Non, pas de Facebook interne, on ne récolte pas les données. Vous pourriez remarquer avoir un réseau social juste pour... Oui, mais chez TGS France, il n'y a pas de réseau social d'entreprise, on n'a pas de RSE pour le moment. On a beaucoup de forums qui sont plus des forums d'échange, de bonnes pratiques, de questions posées à des sachants qui répondent, qui apportent leur aide. Mais non, et nous, on est plutôt sur une population de gens qui aiment vivre cachés. La population comptable est plutôt assez réservée. Donc, ne serait-ce qu'avoir une photo pour mettre dans le trombinoscope, c'est la croix et la bannière. Il faut que je jure par tous les grands dieux que je ne l'utiliserai pas pour autre chose. Donc, voilà, c'est... On n'est pas encore sur Facebook. Ouais. On ne parle pas pareil. Non. Est-ce qu'il y a des questions, Magali, justement, sur... c'est vrai que c'est assez complexe, finalement, ces législations et puis ces outils de tracking. Non, pour l'instant, il n'y a pas de questions. Bon, alors c'est que vous êtes très, très clair. Il y a une autre question qui me semble importante également. C'est la mesure aussi. Alors, on en parlait tout à l'heure. On a commencé à évoquer la RSE, la responsabilité sociétale des entreprises. La mesure de l'impact carbone aussi des campagnes de communication, finalement. C'est vrai qu'on a toujours le sentiment que qui dit digital dit voilà, on ne coupe plus les arbres, on n'utilise plus de papier de façon démesurée. Pour autant, le cloud, tous les usages qu'on peut avoir autour des ordinateurs, c'est pas très durable non plus. Donc, quels sont aujourd'hui les enjeux face à ces campagnes de communication? Est-ce qu'on peut les rendre plus vertueuses? Marie-Laurence Chamla, vous le disiez en introduction, c'est justement pour allier vos compétences professionnelles et puis vos convictions personnelles que vous avez souhaité vous lancer davantage dans tout ce qui est campagne de com, mais d'une façon plus durable. Alors, comment ça fonctionne, ça? Alors aujourd'hui, c'est une vraie réflexion de comment faire du marketing digital responsable. Et finalement, est-ce qu'on peut allier la responsabilité justement liée à des engagements RSE avec du marketing digital? C'est une vraie question. Il y a des groupes de travail qui sont lancés sur ce sujet-là, justement pour avancer collectivement sur ces questions et se positionner. Quoi qu'il en soit, effectivement, le numérique, c'est un vrai impact
à l'échelle mondiale. C'est 4% des émissions de gaz à effet de serre dans le monde. Et c'est surtout un des secteurs qui croît le plus rapidement. Sans aucune surprise, on l'a vu avec le Covid, l'accélération des usages avec les outils numériques se sont fortement accélérés et surtout sont complètement intégrés à nos usages, plus que jamais, j'ai envie de dire. Donc comment les entreprises peuvent prendre leur part de responsabilité sur cet impact, puisqu'on est tous concernés, que l'on soit individuel, collectif, association, entreprise, organisation, on a tous un impact puisqu'on utilise tous des ordinateurs, des smartphones, des visioconférences, parce que c'est maintenant complètement ancré aussi dans les usages professionnels. Donc il y a une vraie réflexion globale là-dessus. Au niveau du numérique en tant que tel, si je prends l'exemple d'un site internet, demain vous voulez créer un site internet, il y a des solutions bien sûr qui ont émergé ces dernières années, notamment l'éco-conception web, qui permet c'est une méthodologie un petit peu différente, qui permet de raisonner en termes de cycle de vie. On ne va pas simplement se dire on va créer un site internet pour répondre à tel besoin. On va essayer de comprendre de manière globale quels vont être les impacts de ce site-là à toutes les étapes du cycle de vie de ce site internet. Donc on va déjà pouvoir réfléchir sur quelle est l'utilité et l'objectif de ce site-là, déjà d'un point de vue contenu, d'un point de vue valeur ajoutée, qu'est-ce qu'on va vouloir apporter à l'utilisateur. Une petite statistique que j'aime bien partager, il y a au moins 45% des fonctionnalités d'un site internet ne sont jamais utilisées parce qu'on veut toujours faire mieux que le concurrent. On veut avoir toutes les fonctionnalités les plus en vogue, les plus innovantes. Et en définitive, quand on analyse derrière ce qui se passe, finalement, on va souvent à l'essentiel. Il y a vraiment une première étape de conception en tant que telle du site où on va vraiment essayer d'aller d'optimiser un maximum et d'aller à l'essentiel. C'est vraiment déjà une première étape au niveau de l'analyse du cycle de vie. Et on va essayer de comprendre sur quelle brique on va pouvoir limiter notre impact. Donc ça va être déjà au niveau de la complexité de nos pages. Est-ce qu'on a besoin d'intégrer des vidéos, des visuels qui ne sont pas forcément optimisés? Donc on a toute cette notion-là. On a la notion d'hébergement web aussi. C'est pas seulement créer un site internet. Il y a tout l'usage qui va derrière et la dépense d'énergie en eau, les émissions de gaz à effet de serre. Donc l'hébergement aussi web a un véritable impact aussi au niveau des émissions de gaz à effet de serre d'un site internet par exemple. Et ça se mesure justement. Vous pouvez dire à vos clients, combien va se mesurer l'impact carbone de votre événement ou de la campagne de com. Alors si je reste sur cet exemple de site internet, il y a des outils qui ont été développés par le collectif Green IT et notamment aussi l'ADEME. Qui propose des outils pour analyser page après page son site internet et avoir une vision sur l'empreinte environnementale de la page internet, relative et absolue, et aussi l'empreinte technique, c'est-à-dire au niveau de la complexité de la page, combien de requêtes ça va nécessiter auprès d'un serveur pour aller appeler tous les éléments et les afficher sur la page. Donc ça, on va pouvoir donner une note sur l'impact environnemental d'une page et on va aussi pouvoir se baser sur des référentiels de bonnes pratiques pour pouvoir justement optimiser les pages de notre site internet. Alors le respect de l'environnement fait souvent partie, on le disait, de la RSE des entreprises. Est-ce que justement dans les campagnes de com, Charlène Reddy, est-ce que les entreprises peuvent vous demander d'aller vers des choses plus responsables, notamment dans les campagnes que vous menez ? Oui, et puis c'est aussi notre rôle de les accompagner sur le sujet. Beaucoup ont la volonté de le faire, mais en fait sont un peu perdus, ne savent pas par où commencer ou autre. On a seulement aujourd'hui 10% seulement des annonceurs qui ont déjà mesuré l'impact de leur campagne publicitaire, ce qui est très peu. Donc c'est aussi à nous de les accompagner sur le sujet, à la fois dans l'achat. Typiquement aujourd'hui, beaucoup de régimes mettent des choses en place, comme par exemple lors de l'achat d'une campagne publicitaire, on va avoir la possibilité alors il y a plusieurs choses. Il y a cette possibilité de reverser une partie finalement de l'achat média à une association du choix de l'annonceur. On a la possibilité de mesurer, avant même d'acheter la campagne, quel va être l'impact carbone de notre publicité.
Typiquement, sur de l'affichage digital, on est tout à fait capable de le faire aujourd'hui. Donc, on a vraiment des clients qui sont... Okay. Et puis, on a aussi cette possibilité d'avoir des remises même supplémentaires si l'annonceur, sur la publicité, par exemple, qui va afficher, va indiquer en fait l'impact carbone du produit dont il est en train de faire la publicité ou du service. Donc ça, c'est aussi incitatif pour les annonceurs, et c'est à nous de les mettre aussi un petit peu plus dans cette voie qui finalement demain va être, et même aujourd'hui, est vraiment très important. Louison, est-ce que c'est aussi une demande de la part de vos clients, ou est-ce que vous avez moins ou est-ce que vous êtes moins impacté peut-être par cette thématique ? Non, nous, j'avoue que pour le moment, les clients qu'on a sur de l'achat d'espaces publicitaires n'ont pas cette demande-là. J'espère que ça va venir et que c'est quelque chose qu'on peut proposer aussi de nous-mêmes aux clients davantage, quoi. Pour l'instant, je pense que c'est encore le début de la prise de conscience là-dessus. Pourtant, alors c'est vrai que la prise de conscience de la part des entrepreneurs, ça peut, comme vous le dites, ça peut être effectivement les prémices. On a le sentiment que les consommateurs, eux, sont quand même très touchés peut-être par des campagnes qui soient plus responsables. Est-ce que ça peut pas être un argument pour les engager à aller vers plus d'éco-responsabilité dans leurs événements ou dans leur campagne, Marie-Lorraine ? En effet, c'est un véritable enjeu pour les entreprises, les marques, de s'adapter justement à ces nouveaux usages. On le voit, il y a une étude qui est... Notamment les jeunes, d'ailleurs, qui bien sont sûr. très touchés par ça. Oui, tout à fait. C'est encore plus marqué chez les jeunes. Il y a une vraie attente. Il y a une étude qui est parue qui précisait que plus de 61% des Français prennent davantage en compte les critères de développement durable dans leur façon d'appréhender un achat. Donc, ils vont être fortement très sensibilisés au message des marques sur leur engagement. Et c'est là où il y a une vraie problématique pour les marques, c'est comment éviter de tomber dans le greenwashing. Donc, le greenwashing, c'est simplement de mettre du vert sur sa campagne, de dire qu'on protège l'environnement et puis de diffuser ce message sur les différents leviers. Voilà, donc là, aujourd'hui, ce n'est pas suffisant. Et puis, de toute façon, les consommateurs sont très vigilants à ce sujet-là. Donc, on va devoir, si on veut vraiment, en tant que marque, se positionner, déjà appuyer des arguments sur des faits, sur des chiffres, d'avoir une véritable volonté interne de limiter son impact au niveau de ses activités. Donc, ça se traduira forcément par la mise en place d'une démarche RSE. Et on peut avancer petit à petit, sans vouloir tout faire d'un coup, bien entendu, mais d'avancer pas à pas pour pouvoir montrer et être transparent, en tout cas, sur nos actions et sur cette volonté de limiter notre impact. Alors concrètement, quand vous accompagnez vos clients, là, à l'heure actuelle, qu'est-ce que vous leur proposez ? Est-ce que vous avez des exemples, je ne sais pas, de campagnes qui sont sacrément bien passées et où vous avez pu mesurer l'impact et les bénéfices d'avoir choisi une campagne plus verte ? Alors, par exemple, si je reprends toujours cet exemple de site internet, parce que j'ai des exemples en tête, j'ai travaillé avec un industriel qui voulait refondre plusieurs sites internet, parce que c'est une entreprise multimarque, et n'était pas du tout sensibilisé aux enjeux du numérique, n'en avait pas conscience. Donc, je leur ai proposé l'animation d'une fresque du numérique. Alors, je ne sais pas si certains d'entre vous connaissent. C'est un atelier basé sur l'intelligence collective qui permet en équipe de prendre conscience des enjeux et des impacts du numérique au travers d'un jeu de cartes qui est séquencé en 5 étapes. Et chaque groupe doit pouvoir positionner les cartes en fonction des impacts du numérique, justement, par rapport aux activités humaines. Et du coup, ça a été un premier outil pour sensibiliser en interne. Et ensuite, en termes d'action, moi, j'intègre par exemple dans les audits de référencement naturel que je propose aux clients, justement pour leur montrer qu'on peut faire autrement. J'intègre justement ces indicateurs de mesure sur d'où ils partent aujourd'hui avec leur site internet actuel et où est-ce que je peux les emmener demain avec un site beaucoup plus axé sur la sobriété. Et la vraie question des marques à ce moment-là, c'est de dire, très bien, j'ai un site sobre, efficace, optimisé, mais il ne faut pas oublier la performance.
Et justement, c'est ce que je leur dis, si vous avez un site qui se charge plus rapidement, qui donne des informations clés à l'internaute rapidement, qu'il a une navigation simplifiée, facile, justement, on va aller tendre vers la performance, puisqu'on va répondre à cette exigence en fait, de l'information tout de suite, de manière efficace. Et du coup, on constate derrière que les sites sont beaucoup plus performants en termes de retour sur investissement, notamment sur le levier du référencement naturel. D'accord, ouais, donc que des impacts positifs. Vous avez mis des choses en place, Nathalie, justement au sein du groupe TGS ? La RSE, on l'a chez nous depuis un petit moment déjà, mais c'était surtout pour la partie sociétale, puisque nous avons créé une entreprise adaptée, donc qui embauche 80% de personnes en situation de handicap et dont l'objectif est de les réinsérer dans le milieu ordinaire. Donc voilà, ce sont des personnes à mobilité réduite et ou atteintes d'autisme. Après, pour le côté environnement, on avait créé en interne un réseau pour sensibiliser sur des éco-gestes. Donc, dans chaque agence, on a 130 agences à peu près. Dans chaque agence, il y avait un relais. Donc, notre réseau s'appelait Aloe. Et on avait un relais Aloe et qui pouvait donner. C'était la campagne, par exemple, éteindre le bureau quand on n'y est plus. Donc, voilà, il sensibilisait ses collègues à ça. Mais pour appuyer plus fortement justement notre engagement RSE, là, ça va être inscrit dans la stratégie du groupe. Donc, il va y avoir vraiment des axes clairement définis avec un plan à 5 ans. Et donc là, vous devrez justement lancer des campagnes pour mobiliser, oui. Pour mobiliser aussi les salariés de TGS, j'imagine. Ah oui, tout à fait. Et me faire interpeller, c'est-à-dire le journal interne, aujourd'hui un magazine de 32 pages que j'édite sur papier et que j'envoie au domicile de chaque personne. Et j'ai des retours en disant « Mais pourquoi vous ne l'envoyez pas en PDF ? Moi, je veux le recevoir par mail, au secours. Voilà, le papier, ce n'est pas un produit d'avenir. » Et je vais utiliser le web. En fait, ça consomme énormément. Les data centers, c'est une horreur écologique, vraiment. Et le papier, on essaye d'avoir un papier propre. Oui, recyclé. Voilà. Alors, il n'est pas vraiment recyclé parce que les couleurs passent moyennement, mais issu de forêts, comment on appelle ça, gérées. Ouais, voilà, exactement. Donc, et puis après, on travaille quand même pour les collaborateurs. Il faut que ce journal soit lu. C'est ça aussi la RSE. C'est moi, je veux bien bosser, mais si c'est pour envoyer un 32 pages par mail qui n'est jamais lu, ça n'a aucun intérêt. Tandis que là, on diffuse une information avec un beau taux de lecture qui est proche de 93%, ce qui est quand même pas mal, pour tout ou partie. Donc, j'ai plutôt un beau résultat. Et ça, c'est grâce au papier. Bon, voilà. Comment vous l'avez mesuré, ce résultat ? Une petite enquête. Voilà, un petit questionnaire. Donc, en fait, les enquêtes sont toujours à l'ordre du jour. Mais oui, les outils classiques, ça marche bien. Ouais, ce sont des valeurs sûres. Après, il y a plein d'autres choses autour, comme par exemple la gestion des réponses. Aujourd'hui, on a des outils ultra performants qui vous ressortent un tableau et vous avez votre mesure détaillée, qui a répondu, où il habite, qu'est-ce qu'il a aimé, qu'est-ce qu'il a lu, etc. On a des outils superbes. Avant, on faisait ça un peu à la main, les verbatims. Le choix des verbatims, maintenant ça se fait tout automatiquement. Donc ça, on a des outils performants. Les outils, c'est des outils qui sont fournis par les entreprises, c'est ça ? Enfin, c'est des outils ce sont nos propres. Outils internes. Oui, c'est ça. Des outils qui vous sont propres. En interne. Voilà, c'est ça. Donc on est très classique. L'intranet, bon, ça existe depuis longtemps aussi. C'est un outil classique, mais l'outil de mesure derrière est devenu plus performant avec le temps. Donc ça, c'est intéressant. Parfait. Est-ce qu'on a des questions sur le chat, Magali, à propos de toutes ces thématiques ? Oui, alors il y a une question et vous y avez partiellement répondu. Quels sont ces outils pour analyser les pages d'un site internet au niveau de l'impact environnemental ? Donc, je crois que en effet, je me suis dit que je ne l'avais pas cité. Donc c'est une bonne question. Donc il y a l'Eco-Index, donc vous trouverez le site ecoindex.fr, qui est un outil qui a été développé par le Green IT. Et il y a une extension qui est proposée sur Chrome et sur Firefox qui s'appelle Green IT Analysis, qui va vous permettre justement d'analyser page après page sur votre site internet. Et il y a un autre outil qui s'appelle Ecometer, qui est soutenu par l'ADEME, qui permet aussi d'analyser page après page de manière un petit peu différente, qui va vous proposer en fait en fonction de différents impacts, que ce soit technique, que ce soit graphique, que ce soit fonctionnel. Il va vous proposer aussi
des bonnes pratiques qui seront basées sur le livre qui s'appelle « Les 115 bonnes pratiques d'éco-conception » de Frédéric Bordage, voilà, qui est une référence sur le Green IT, et qui va lister en fonction des différentes thématiques d'un site internet, que ce soit technique, que ce soit intégration, que ce soit ergonomie, graphisme, etc. Il va pouvoir proposer les pratiques d'éco-conception et leur degré de facilité ou difficulté de mise en place. C'est sûr que ça va prendre en compte également. Une autre question ? Oui, un peu pointu. Dans l'éco-conception graphique, site, appli, le choix de la police utilisée, l'espacement, les couleurs, tout ce qui réduit l'impact, y réfléchissez-vous et est-ce que vous le mettez en avant dans votre offre ? Alors effectivement, les polices de caractère ont un impact, notamment au niveau de l'accessibilité. D'accord ? Ça, c'est aussi un aspect important du numérique responsable. Comment rendre l'information accessible à des populations qui n'ont pas, qui ont un handicap. Donc il y a le choix des polices qui vont avoir un impact, des polices par exemple faciles à lire par tous et toutes. Les couleurs, alors il y a aussi l'aspect sobriété sur un site d'éco-conception. On va essayer d'éviter de produire ce qu'on appelle des arbres de Noël, où il y en a un petit peu partout, ça clignote dans tous les sens. On va essayer d'aller à l'essentiel. Alors ça ne veut pas dire que ce sont des sites uniquement noir et blanc, hein. On ne va pas tomber non plus à l'extrême inverse, mais on va essayer de se dire de travailler des visuels épurés, de travailler des pages aérées, avec du contenu texte qui est bien rédigé, des polices lisibles, justement pour favoriser l'accessibilité et des pages légères. Alors je me tourne vers vous maintenant, après cette petite heure passée ensemble. Est-ce que vous aussi, vous avez des questions, hein ? Je vous avais dit que vous pourriez poser toutes les questions que vous voulez aux 4 intervenantes présentes. Et je vois que oui, dans le fond, il y a une question, justement. Je vous apporte mon micro. Bonjour, j'avais une question. On parlait tout à l'heure des KPI et justement de l'évaluation par rapport au site web et réglementation RGPD. On voit notamment qu'Apple aujourd'hui joue un peu le cheval de bataille de dire nous on a un produit qui est sécure et qui protège l'utilisateur de tout envahissement des marques. Est-ce que demain finalement si Android s'y met comme Google, on ne sera pas sur un impact des grosses GAFA qui empêchera les marques finalement de se mettre en avant et de pouvoir finalement communiquer et de pouvoir accéder à des informations? Je ne sais pas si j'ai été clair. Est-ce que l'impact des GAFA, Google, Amazon, Apple, avec l'empêchement d'accéder aux données, pourra finalement empêcher les marques également d'accéder à des statistiques? Voilà. Aujourd'hui, c'est vrai que le réseau sur lequel tu te connectes ou l'appareil que tu achètes est le mettre à bord, quoi. Donc tu signes les conditions d'utilisation. Donc si Facebook décide d'interdire les photos vertes, tu publies plus de photos vertes. Oui, ils ont la main mise sur ce que tu as le droit de faire et de ne pas faire au sein du réseau. Après, là-dessus, y a la loi française, et c'est l'exemple de la RGPD, qui va mettre des limites. Je ne sais pas si tu as quelque chose à rajouter. Mais... Non, c'est vrai. Et après, je pense que de toute façon, là, on est encore trop aux prémices. Ça va venir de plus en plus. Et on va être confronté aussi, encore une fois, il faut s'adapter à l'utilisateur et c'est plus l'inverse. Donc oui, ça va venir. Mais ça n'empêchera jamais les marques de prendre la parole. Est-ce qu'il y a d'autres questions ? On a parlé de RGPD, de mesures. Je crois que l'enjeu du RGPD, c'est d'une part la responsabilité de l'entreprise, c'est-à-dire le respect de la loi, et puis c'est aussi la confiance du client. Et je me suis posé la question, est-ce qu'il va falloir désormais mesurer la responsabilité de l'annonceur? Est-ce que la mesure de la responsabilité de l'annonceur, c'est les critères du RSE, ou est-ce que c'est plus compliqué? Est-ce que c'est plus vaste? Est-ce que ça doit être plus pertinent par rapport à la réglementation, RGPD par exemple? Et puis la mesure de la confiance chez le client. Est-ce que ça se réduit à la mesure de l'engagement seulement ou pas? En tout cas, on a parlé d'éthique. Je ne suis pas certain que l'éthique soit
un vrai moteur pour la régulation des affaires. Je crois que le cas de Faber chez Danone l'a montré. Tandis que la règle légale, à laquelle je crois davantage pour réguler, on voit qu'elle a un effet sur le comportement des entreprises. Hein. Vous l'avez dit, le bandeau RGPD, il est quand même mis en application, même si ça a pris du temps. Même si de grands opérateurs comme Google ont mis du temps et aussi de la résistance, mais c'est appliqué. Donc la règle légale, grâce aux sanctions, elle est appliquée. Et du coup, qu'est-ce que ça veut dire? C'est la question que je me pose. Qu'est-ce que ça veut dire sur la mesure? La mesure de la responsabilité, la mesure de la confiance. Merci. Alors, qui se lance? Qui veut bien répondre? C'est un sujet super intéressant qui touche là très clairement à l'éthique et à l'utilisation des données qui sont faites par les entreprises. Je pense, comme vous venez de le sous-entendre, que c'est la loi française qui va mettre un frein aux entreprises. C'est comme dans plein de domaines, notamment comme dans l'écologie. Hein. Aujourd'hui, moi perso, si j'ai l'argent pour prendre l'avion tous les mois, je vais prendre l'avion tous les mois, même si je me dis écolo. La chose qui va réguler l'écologie en France, ça va être les lois. Donc on en discute pas mal justement avec mon collègue de ce débat-là. Et pour nous, c'est le fait que le gouvernement dise vous faites pas plus de tant de kilomètres par avion chaque année. Et du coup, c'est pareil pour les entreprises. C'est dans la communication. Le gouvernement doit aussi, à mon avis, prendre ses responsabilités en restriction et dire aux entreprises, aujourd'hui, je sais pas, faire un indicateur de mesure, des labels et dire, si vous n'êtes pas labellisé, vous payez une amende chaque année. C'est ce qui est fait à San Francisco pour la gestion des déchets, notamment. Les habitants de San Francisco payent une taxe annuelle en impôt sur le nombre de déchets, le nombre de kilos qu'ils jettent chaque année. Et plus ils jettent, plus ils payent d'impôts. Ouais. Donc voilà, les mesures drastiques. Il y a quand même cette question de savoir si la règle va venir limiter les entreprises, mais est-ce qu'il n'y a pas aussi cette génération, et on en parlait dans la précédente table ronde des conférences du Quai, est-ce que la génération Z, Y, elle ne va pas aussi imposer finalement aux marques de prendre, de prendre leurs responsabilités. Merci, c'est le terme que je cherchais, de prendre leurs responsabilités. Alors, pour répondre à la question de la législation, je suis d'accord, la législation, elle va accélérer le passage à l'action, tout simplement, parce que les entreprises n'auront pas le choix. Donc, à un moment donné, il faut s'y plier, sinon ça ne fonctionnera pas. Après, il y a aussi ce que vous évoquez, c'est le fait que les usages et les attentes changent. Il y a une vraie transition sociétale et écologique, et les entreprises, on le voit quand même, ça évolue, ça bouge. De plus en plus d'entreprises se saisissent de la question RSE, implémentent des démarches RSE, se labellisent. Il y a des certifications aussi sur notamment B Corp, des sociétés à mission. Il y en a de plus en plus. Il y a des nouveaux labels qui arrivent, notamment le label Perma Entreprise, où là c'est encore plus que la société à mission. Enfin bon, bref, ça bouge, ça évolue, parce que justement les entreprises veulent se saisir de ces questions-là et montrer qu'elles ont qu'elles prennent leurs responsabilités, si on reprend la notion de responsabilité, sur leurs impacts pour répondre aussi aux questionnements et aux attentes des cibles, encore une fois. Là, c'est ça, des cibles et des consommateurs qui leur imposent aussi... Mais parce qu'il y a une urgence finalement. On ne fait pas ça pour se faire plaisir, entre guillemets. C'est qu'on devient tous de plus en plus conscients des impacts des activités humaines à plein de niveaux. Et du coup, là où on peut agir le plus efficacement, c'est au niveau des entreprises, puisque c'est elles qui émettent le plus, mais c'est aussi au travers de nos usages et de notre façon de consommer. Donc c'est pour ça que au niveau des consommateurs, on a aussi cette responsabilité individuelle quelque part, qu'on peut plus ou moins s'imposer, mais aussi on va attendre de plus en plus des marques aussi qu'elles nous accompagnent sur qu'elles soient leaders sur ce segment. Voilà, et qu'elles nous accompagnent aussi dans notre réflexion, notre façon de consommer. Et ça devient de plus en plus aussi. On voit tout le marché du réemploi qui se développe, les marques qui proposent justement des marchés de seconde main. Donc ça avance, mais la législation permettrait d'avancer encore plus vite. Ouais. Est-ce qu'il y a une autre question ? Oui. Alors je me permets de reprendre la question juste pour qu'elle soit bien audible à tous. Est-ce qu'on peut mesurer qualitativement une campagne comme on peut la mesurer quantitativement, comme on l'a vu ensemble tout à l'heure ? Alors, j'ai envie de dire oui et non.
Au niveau qualitatif, encore une fois, on a une grande partie qui est très subjective par l'ensemble des consommateurs. Mais si je prends l'exemple, par exemple, d'une étude, on est face à un panel qui est représentatif finalement de la population française. Ça a un vrai impact en fait sur notamment quelle créa choisir. Est-ce que la créa adressée à cette cible-là a vraiment fonctionné? Est-ce qu'elle a moins fonctionné? On a tout un type d'indicateurs et d'agrégateurs qui sont mesurés, mais ce ne sera jamais aussi précis qu'une campagne quantitative en fait. Mais ça reste des données vraiment importantes à recueillir, puisqu'on n'est pas forcément que sur des objectifs, encore une fois, de vente, même si, bien entendu, l'objectif final de tout le monde est la vente. Maintenant, c'est comment le faire, et ça ne passe pas uniquement que par ce ROI. On a une grande partie de notoriété et de visibilité et d'impact qualitatif également à prendre en compte. Une autre question ? Bon, je crois qu'on va pouvoir clôturer, mais avant ça, j'aurais voulu laisser la parole à Magali Menzer, qui s'occupe de l'organisation des conférences du Quai, en même temps que Flora Cabot également, qui collabore avec vous. Je vous laisse la parole. Merci. Donc, je voulais tout d'abord remercier Sandra Berger qui avait fortement soufflé le sujet de cette 13e conférence du Quai. Donc, merci à elle. Je voulais aussi remercier les COM2 qui ce soir vous ont accueillis et puis vont vous servir au cocktail. Et également tous les étudiants qui sont présents ce soir, en présentiel et à distance. Voilà, je vous remercie beaucoup parce que je crois que c'est une des premières conférences où on voit autant d'étudiants dans la salle. Donc ça fait plaisir. Merci. Merci beaucoup, effectivement. Merci à tous d'avoir été présents ici, en présentiel, et puis vous aussi, chez vous, depuis votre écran d'ordinateur, malheureusement. Mais c'est vrai que ça permet aussi de pouvoir parler de cette thématique qui était très intéressante. Merci à vous d'avoir été là ce soir. Vaste sujet dont on aura peut-être l'occasion de reparler. Merci beaucoup, et puis je vous laisse rejoindre maintenant le cocktail.